Bonsoir. Alors, on va continuer dans les voies de signalisation intracellulaires. Alors, on s'est arrêté dans les récepteurs enzymatiques, à savoir les récepteurs à guanylate cyclase. Alors, maintenant, on va passer toujours dans les récepteurs à activité enzymatique. On va voir le premier type, on va voir les récepteurs à protéine kinase. On va voir maintenant, c'est le récepteur à tyrosine kinase. Après, on va voir d'autres types de récepteurs, c'est des récepteurs couplés à une enzyme. Et là, on va voir juste après les récepteurs tyrosine kinase, on va voir les récepteurs couplés à une enzyme, ce sera les récepteurs couplés à une tyrosine kinase. C'est-à-dire là, je vais expliquer par rapport à la tyrosine kinase. J'aurai un récepteur qui est en même temps doué d'une activité tyrosine kinase. Et la deuxième partie, ça sera les récepteurs dépourvus d'une activité enzymatique, mais ils seront associés à une enzyme qui est douée d'une tyrosine kinase. Après, on va voir ceux de récepteur sérine thréonine kinase, c'est-à-dire le récepteur lui-même, c'est une enzyme. Et à la fin, on terminera par les récepteurs qui sont dépourvus d'une activité enzymatique, sauf qu'ils seront associés quand ils seront excités, ils seront associés à une enzyme qui sera douée d'une activité sérine thréonine kinase. Alors, donc maintenant, on va commencer par les récepteurs à activité tyrosine kinase. Alors, on va voir, c'est des récepteurs, leur particularité, c'est quoi? C'est qu'en même temps, c'est des récepteurs qui vont réceptionner l'hormone, mais en même temps, dans leur partie cytosolique, ils ont une partie qui va assurer quoi? Une catalyse enzymatique. C'est quoi cette catalyse enzymatique? C'est-à-dire c'est le récepteur lui-même. C'est-à-dire cette catalyse enzymatique, c'est quoi? On a dit déjà que chaque enzyme a une spécificité de catalyse. Et là, leur catalyse, c'est quoi? C'est de phosphoryler les tyrosines. Et c'est pour ça qu'on les a appelés tyrosine kinase. C'est-à-dire ils vont phosphoryler tyrosine kinase. Et là, j'ai mis la structure de la tyrosine kinase, de la tyrosine, pardon. Rappelez-vous, c'est un acide aminé aromatique. Voici le cycle aromatique. J'aurai le carbone alpha avec la fonction alpha amine et alpha acide, et j'aurai mon cycle aromatique. Et rappelez-vous que la tyrosine, c'est un acide aminé hydroxylé. Son OH, il est porté par le cycle aromatique. Et là, pour le phosphoryler, je dois faire quoi? Je dois faire une liaison ester. Donc ça sera association entre l'acide orthophosphorique, c'est un acide, et un alcool. Et là, j'aurai l'ester et départ d'une molécule d'eau. Donc, dès qu'on parle sur un récepteur tyrosine kinase, où vous dites une enzyme a une activité tyrosine kinase, c'est quoi? C'est-à-dire c'est qu'elle va cibler une tyrosine et elle va la phosphoryler. Voilà, voici l'activité de cette enzyme. Donc, que ce soit cette enzyme, elle est greffée dans un récepteur, elle est à part. Dès que vous dites tyrosine kinase, c'est-à-dire je cible ma tyrosine, je vais la phosphoryler. C'est-à-dire c'est une spécificité de substrat. C'est-à-dire s'il n'y a pas la tyrosine, ma enzyme, elle ne peut pas l'activer. C'est-à-dire, c'est que vous allez voir que le cycle aromatique, il est important pour la reconnaissance et la spécificité de ce substrat pour le phosphoryler. Alors, dès que vous parlez aussi sur ces récepteurs à tyrosine kinase, et je vous rappelle, c'est des récepteurs, je reviens, c'est des récepteurs transmembranaires. Là, dès que vous parlez sur des récepteurs transmembranaires avec activité tyrosine kinase, et j'insiste, c'est-à-dire c'est là le récepteur lui-même a cette activité tyrosine kinase. Et là, il faut faire la part des choses. C'est-à-dire le site de fixation de l'hormone, c'est une chose, et la partie qui va assurer cette activité catalytique, qui est la phosphorylation de la tyrosine, c'est une autre partie, mais les deux, ça fait partie de la structure globale du récepteur. Alors le chef de file dans cette catégorie de récepteurs, c'est le récepteur de l'insuline. Et j'attire votre attention que ce récepteur de l'insuline aussi, il peut être aussi, c'est presque le même récepteur aussi de d'autres facteurs de croissance. C'est pour ça on dit que l'insuline c'est un facteur de croissance. En réalité, c'est une hormone anabolisante. Elle va assurer, si vous voulez, la synthèse de macromolécules. C'est pour ça, si vous allez lire pas mal de livres de biochimie, vous allez voir que à chaque fois, il relie ce récepteur de l'insuline à d'autres récepteurs, comme le récepteur des facteurs de croissance, à savoir l'IGF-1. Alors,
C'est quoi cette particularité de ce récepteur de l'insuline? Alors, c'est qu'il faut savoir une chose aussi, c'est une particularité de ces récepteurs tyrosine kinase. C'est pas uniquement de l'insuline, mais aussi des autres facteurs de croissance. Mais là, j'ai traité l'insuline, c'est pour voir déjà, on a traité les exemples glucagon, on va voir maintenant l'insuline qui est l'ennemi du glucagon, et on va voir comment il fait l'activation de la glycogène synthase, puisque l'insuline, elle est là pour favoriser la synthèse de glycogène. Et vous allez voir comment l'insuline aussi, elle va favoriser la rentrée du glucose, et vous allez voir qu'elle va utiliser certaines voies de signalisation utilisées par d'autres récepteurs couplés à la protéine G, et vous allez voir que la finalité des choses, elle sera jamais la même. Et c'est ça la particularité de ce récepteur de l'insuline. Alors, première des choses à savoir, c'est que le récepteur lui-même, il est formé sur deux dimères, deux alpha et deux bêta. Alors, vous avez deux sous-unités alpha identiques, liées par pont des sulfures, et aussi deux sous-unités bêta liées par pont des sulfures, mais sont liées à l'une sous-unité alpha. Alors, la partie extérieure qui est la sous-unité alpha, ça sera la partie extracellulaire, on aura fixation de l'insuline. La partie sous-unité bêta, là j'aurai la partie transmembranaire avec la partie où j'aurai mon enzyme tyrosine kinase qui fait partie du récepteur. Là, c'est représenté par en vert, mais cette tyrosine kinase, ça fait partie de la structure. C'est pas une enzyme qui est associée, c'est-à-dire ça fait partie, c'est-à-dire tout ça, c'est le récepteur de l'insuline. Deuxième particularité, c'est quoi? C'est la sous-unité alpha. Il y a un domaine de fixation de l'insuline. Il y a un domaine sur la sous-unité alpha 1, il y a un autre domaine sur la sous-unité alpha 2. C'est-à-dire chaque domaine peut fixer une molécule d'insuline, mais là il faut faire très très attention. Et c'est ça la deuxième particularité du récepteur de l'insuline, c'est qu'il peut fixer uniquement une molécule d'insuline. Ne dites jamais que le fait qu'il y ait deux ondes de liaison, vous allez voir que j'aurai deux molécules d'insuline. C'est faux. Même si j'ai deux ondes de liaison de l'insuline, le récepteur, il peut que fixer uniquement une molécule d'insuline. Pourquoi? Parce qu'à cause d'encombrement stérique. Donc, sauf que je peux avoir une liaison ici ou une liaison ici. Mais les deux en même temps, non. Donc, j'aurai fixation d'une molécule d'insuline, malgré que j'ai sur les deux sous-unités alpha, ce qu'on appelle les zones de fixation de l'insuline. Alors, deuxième des choses, c'est que la zone où j'aurai mon enzyme tyrosine kinase, elle est obligatoirement sur les deux sous-unités bêta. C'est-à-dire j'ai une tyrosine kinase ici, et j'ai une autre tyrosine kinase ici. Donc, alors, troisième particularité, c'est que quand le récepteur est libre, c'est-à-dire il n'y a pas fixation de l'insuline, et bien les deux sous-unités alpha exercent ce qu'on appelle une sorte d'inhibition sur les enzymes existants sur les sous-unités bêta. C'est-à-dire c'est que si j'ai pas l'insuline, donc mes deux sous-unités alpha vont inhiber l'activité tyrosine kinase de ces récepteurs. Alors il y a un deuxième niveau d'inhibition, on va le voir dès que je vais parler maintenant sur l'activation de récepteur, je vais vous dire c'est quoi. Alors, dès qu'il y a fixation de l'insuline, là ça va commencer la signalisation, c'est-à-dire transmission du signal, donc transformation et traduction. On va voir la traduction du signal, comment ça sera au niveau intracytosolique et intracellulaire, c'est cytosolique, et on va voir comment l'insuline, le récepteur quand il fixe l'insuline, comment ça va se présenter, ces voies de signalisation intracellulaire. Dès qu'il y a fixation de l'insuline, pardon, je vais changer de couleur. Alors, dès que j'aurai fixation de l'insuline sur la sous-unité alpha, et aussi, je répète, sur l'un des deux sous-unités alpha, alors là, ça va provoquer ce qu'on appelle une transformation conformationnelle. Ça va provoquer quoi? Ça va provoquer, si vous voulez, un rapprochement des deux sous-unités bêta. Il y aura un rapprochement. C'est-à-dire, c'est comme j'ai un changement conformationnel. Ce qui va se passer, c'est que si vous voyez bien les deux sous-unités où j'aurai l'activité enzymatique, c'est-à-dire l'enzyme tyrosine kinase, on remarque qu'il y a une sorte de boucle dans la sous-unité bêta. C'est-à-dire cette boucle, elle va, si vous voulez, cacher le site actif de la tyrosine kinase. Ce sera pour les deux. Cette boucle-là et cette boucle-là
Quand on va rapprocher les deux sous-unités bêta, il n'y aura pas départ de cette boucle. Qui va provoquer le lever de cette boucle? Ça sera l'ATP. C'est-à-dire, dès que j'aurai un rapprochement, là c'est comme si c'est une sorte de couplage. C'est-à-dire, dès que j'aurai un rapprochement des deux sous-unités bêta, le récepteur de la cellule, elle connaît déjà qui est déjà, on a eu fixation de l'insuline. Là, je vais recruter l'ATP. L'ATP, quand il va fixer avec la boucle, elle va se libérer. Elle va libérer le site actif. Alors, dès que la boucle, elle va libérer le site actif, elle va commencer à faire quoi? Elle va commencer à s'autophosphoryler l'enzyme. C'est-à-dire, elle va utiliser l'ATP de prendre le phosphore et phosphoryler des sites au niveau du récepteur. Et j'aurai même une phosphorylation entre les deux sous-unités bêta. Donc, peut-être cette sous-unité bêta 1, elle va phosphoryler la deuxième. Et tout ce phénomène-là, je l'appelle quoi? Je l'appelle une autophosphorylation. Donc je répète, la particularité de ce récepteur de l'insuline, il y a trois choses. Déjà, c'est un récepteur transmembranaire. dit c'est bon. Deuxième des choses, c'est qu'il existe sous deux sous-unités. C'est-à-dire il est dimérique. C'est-à-dire que ça sera la partie extracellulaire ou la partie intracellulaire. La partie extracellulaire, elle est formée par deux sous-unités alpha. Alpha 1 et alpha 2. La partie transmembranaire et intracellulaire, elle est formée par la partie bêta 1 et bêta 2. Alors, la partie qui contient la fixation de l'insuline, c'est la sous-unité alpha 1 ou la sous-unité alpha 2. C'est-à-dire chaque sous-unité a là un lieu de fixation de l'insuline. La sous-unité bêta, chaque sous-unité bêta, elle contient une enzyme à activité tyrosine kinase. Alors, le fait de dire que mes deux sous-unités alpha peuvent fixer l'insuline ne signifie jamais que les deux sous-unités alpha vont fixer deux molécules d'insuline en même temps. Ça sera toujours une molécule d'insuline pour les deux sous-unités alpha. Dire le max, c'est une seule molécule d'insuline et c'est ça ce qu'on appelle un encombrement stérique. Alors les deux sous-unités bêta, puisqu'elles contiennent l'enzyme qui est la tyrosine kinase, là il faut faire très attention. Pour activer cette tyrosine kinase, j'aurai besoin de deux choses. J'aurai besoin de rapprochement de deux sous-unités bêta. Ça qui va le provoquer, c'est la fixation de l'insuline sur les deux sous-unités bêta. Quand il n'y a pas fixation de l'insuline sur les sous-unités alpha, j'aurai une inhibition des deux sous-unités alpha libres sur les deux sous-unités bêta. Dès qu'il y a fixation de l'insuline sur les deux sous-unités alpha, mes deux sous-unités bêta ils vont se rapprocher. Ça, c'est le premier levé d'inhibition. Deuxième levé, il se trouve que le site actif de chaque tyrosine kinase de la sous-unité bêta est bloqué par une sorte de boucle d'acide aminé. Elle est à l'intérieur de la sous-unité bêta, pour chaque sous-unité bêta. Alors, pour lever la boucle, pour enlever l'obstacle, il faut recruter pour chaque boucle une molécule d'ATP. Dès qu'il y ait fixation de l'ATP, il y aura ce qu'on appelle, c'est comme si ce que j'étais en train de vous dire en première année, ajustement induit par le substrat. Induit par qui? Ça sera par le substrat. Le substrat ternaire, c'est la tyrosine avec l'ATP. N'oubliez jamais, il n'y a pas que de la tyrosine. Je vais utiliser de l'ATP, je vais prendre du phosphore de l'ATP et je le donne à la tyrosine. Donc le fait qu'il y ait présence de l'ATP, je le recrute devant la boucle, donc je vais déplacer ma boucle. Dès qu'il y ait déplacement de la boucle, j'aurai libération de mon site actif. Dès que j'aurai libération de site actif, mon enzyme va commencer à travailler. Elle va commencer, elle va commencer à phosphoryler elle-même. Donc elle va commencer à phosphoryler les tyrosines contenues dans cette sous-unité bêta. Là, c'est la même chose. Après, ça sera une coopération entre les deux. Cette sous-unité bêta, elle va phosphoryler celle-ci. Et celle-ci, elle va phosphoryler celle-ci. Et à ce moment-là, j'aurai ce phénomène complet. Ça s'appelle une autophosphorylation. Et juste après, dès que je commence la phosphorylation, je commence à recruter certaines protéines pour faire la signalisation, la transduction du signal. Et on va le voir ici. Si regardez bien, voilà, j'ai une insuline. Toujours, je vous ai dit, une seule molécule d'insuline. Pardon, je vais aussi changer
Là, la couleur, voilà, toujours une molécule d'insuline pour les deux sous-unités alpha. Et là, si vous voyez bien, chaque sous-unité bêta, et là, c'est une autre particularité aussi, c'est que chaque sous-unité bêta, elle peut aussi déclencher une cascade de signalisation intracellulaire, pardon, à part. Et les deux, ils vont travailler, si vous voulez, chaque voie de signalisation avec sa manière, mais à la fin, j'aurai toujours la même stratégie. Et la stratégie là, c'est quoi? La disparition du glucose, la synthèse des macromolécules et faire rentrer le glucose aussi. Il faut faire très attention, c'est que pour fabriquer des molécules, des macromolécules à partir du glucose, la cellule, elle va vous dire, il faut me le faire rentrer. Donc là, il faut faire très attention, faire rentrer du glucose. Il y a certaines cellules, ils ont la capacité de prendre plus, il y a d'autres non. Donc, ce qui vont prendre en charge la grande quantité du glucose, ce sera le tissu adipeux et vous avez votre muscle. Et là, il faut faire très attention. Il y a aussi le foie. Donc, il faut qu'il y ait, même votre signalisation va dépendre, si vous voulez, de chaque cellule. Alors maintenant, ce qui est particulier de cette voie de signalisation induite par l'insuline, c'est ça. C'est la phosphoinositol 3 kinase. Rappelez-vous, on a vu les phosphoinositol 3 kinase dans d'autres voies de signalisation via la protéine G. Mais là, regardez, la particularité, c'est quoi? C'est que c'est la seule voie de signalisation qui peut déplacer les GLUT4. Alors, si vous prenez les PI3 kinases, phosphoinositol 3 kinase, induites par d'autres récepteurs, par protéine G où vous voulez, c'est-à-dire ne dites jamais que la phosphoinositol 3 kinase, dès que vous la trouvez, donc je peux avoir déplacement des GLUT4. Et bien, c'est quoi? La spécificité, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il y ait de l'insuline avec de la protéine inositol 3 kinase pour avoir le déplacement des GLUT4. On peut avoir, c'est une enzyme de signalisation intracellulaire. Donc vous pouvez me dire, monsieur, si j'ai cette protéine phosphoinositol 3 kinase, elle existe là, donc elle peut déplacer les GLUT4. Mais là, c'est faux. Donc là, la spécificité, c'est quoi? C'est que dès qu'il y a signalisation de l'insuline, j'ai la protéine IRS. IRS, c'est une protéine aussi de pontage, d'échafaudage. C'est elle qui va activer la phosphoinositol 3 kinase. Et là, j'ouvre une autre parenthèse pour vous dire pour que les protéines adaptatrices. Ça, c'est une protéine adaptatrice, IRS1. GRB2, c'est une protéine adaptatrice, S1, c'est une protéine adaptatrice. Celle-ci aussi, c'est une enzyme, mais en même temps, c'est une protéine adaptatrice. Pourquoi? Parce que regardez, à translocation membranaire, comment vous voulez qu'elle va catalyser la formation de PUP3, phosphoinositol 3 phosphate, à partir de phosphoinositol de phosphate si elle se lie pas à la membrane. Donc je dois avoir ce domaine pH. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, on a isolé les protéines adaptatrices, c'est ceux qui sont dépourvus d'une activité enzymatique. Mais n'oubliez jamais que j'ai des enzymes, des protéines enzymatiques qui peuvent jouer l'auteur d'une protéine adaptatrice. Ne regardez pas protéine adaptatrice, c'est-à-dire contact protéine, protéine comme là. Même ici, c'est protéine membrane. C'est une sorte d'adaptation. Donc, il faut faire très attention. C'est pas le fait aussi qu'il y ait une adaptation, il n'y a pas une activité enzymatique. C'est deux phénomènes différents. On les a isolés dans les auteurs, les outils. C'est pour dire, parce qu'il y a une différence entre une protéine adaptatrice tout court et une protéine adaptatrice avec une activité enzymatique. J'ai deux choses en plus. Donc, regardez, phosphoinositol 3, elle va former un second messager aussi, le PIP3. Ici, vous voyez bien ici, même le PIP3, on l'a formé déjà dans les récepteurs récepteurs couplés à la protéine G. Mais est-ce que je vous ai dit déjà, le fait qu'il y ait PIP3 qu'on appelle phosphoinositol 3 phosphate, ça signifie que j'aurai GLUT4 qui va déplacer? Non, c'est ça la spécificité de l'insuline. C'est-à-dire, pour faire, certes que j'aurai besoin de cette enzyme, la phosphoinositol 3 kinase, la PIP3 qui est un second messager. Ce second messager, regardez qu'est-ce qu'il va faire. Il va provoquer l'activation de la protéine kinase C. Et cette protéine kinase C, elle est exceptionnelle dans l'insuline qui va favoriser le déplacement de mes vésicules GLUT4 vers l'extérieur pour faire rentrer le glucose. Aussi, regardez, j'aurai, et si vous vous rappelez très bien, je vous ai dit le PUP3, il active la protéine kinase B. Et regardez la protéine kinase B, elle aussi, elle déplace aussi les GLUT4. Et regarde qu'est-ce qu'elle fait la protéine kinase B.
elle fait quoi? Elle phosphoryle la glycogène synthase kinase. Et rappelez-vous, la glycogène synthase kinase, elle fait quoi? Elle phosphoryle la glycogène synthase. Et rappelez-vous, je vous ai dit que la glycogène synthase, sous forme phosphorylée, elle est inactive. Donc là, regardez, cette phosphorylation, elle va inactiver la glycogène synthase kinase. Et dès que je phosphoryle cette glycogène synthase kinase, elle ne peut pas phosphoryler la glycogène synthase. Donc elle est tout le temps sous forme déphosphorylée et j'aurai la synthèse de glycogène. Vous voyez, là c'est la même chose, regardez. Via la protéine kinase B, j'enlève la AMP cyclique. Et quand il n'y a pas la AMP cyclique, j'arrêterai aussi la protéine kinase A qui était en train d'inhiber la lipolyse. Donc le fait d'enlever, c'est pour ça que je vous ai dit aussi l'absence ou la dégradation, l'arrêt d'une enzyme qui fabrique un second messager aussi, c'est notre voie de signalisation. C'est pour ça que je vous ai dit, chaque voie de signalisation, il faut la prendre à part. Qui a fait tout ça? Qui a fait cette spécificité de faire déplacer via les mêmes auteurs, j'ai déplacé le GLUT4 pour faire rentrer le glucose? Eh bien, c'est l'insuline. C'est pour ça, à chaque fois, je relis, toujours, je vous dis, point de rentrée dans la signalisation intracellulaire, c'est le récepteur avec l'hormone. Et l'hormone, il est important. C'est lui qui va assurer, là je l'appelle comme une autre notion, c'est quoi? C'est lui qui va assurer la spécificité de cette voie de signalisation. C'est comme si c'est lui le général. C'est lui qui va nous donner les directives de la guerre, c'est-à-dire ce qu'il faut faire, Il va nous donner les tactiques, comment on va travailler pour gagner la guerre. La guerre, c'est quoi? C'est de faire rentrer le glucose. Alors, on a isolé l'ennemi, maintenant il faut le neutraliser. Neutraliser comment? Alors, je vais le mettre dans le glycogène. J'ai terminé le glycogène, je vais changer, je vais le mettre sous forme de lipides. J'ai terminé, j'ai aussi les acides gras après les lipides. L'essentiel. Vous voyez, la même chose, regardez. Je dois, c'est-à-dire, travailler dans la même directive. Alors, regardez, via d'autres protéines adaptatrices, je vais activer une voie, ce qu'on appelle voie des MAP kinases. Elle est là. Et ces MAP kinases-là, ils vont favoriser la transcription via des facteurs de transcription. Et là, je peux former aussi des GLUT4. Alors, j'ai utilisé ma réserve, je vais les régénérer. J'ai terminé, j'ai pas assez de glycogène synthèse, je commence à faire la transcription. Maintenant, si vous allez me poser la question, monsieur, quel est, si vous voulez, le délai de ces réponses, je vous dis, ça c'est rapide. Ça aussi c'est rapide, mais la transcription et tout par rapport à ces voies métaboliques, c'est moins. Donc vous voyez, donc à certains moments, qui a déclenché tout ça? Il y a pas mal d'auteurs, on les a vus dans les protéines G, c'est l'insuline. Vous voyez, là aussi la même chose. Là, pour vous dire comment, vous voyez, regardez, l'insuline, elle provoque la synthèse des protéines. Et c'est pour ça, vous voyez, on dit que l'insuline, c'est une protéine anabolisante. C'est-à-dire, il n'y a que les facteurs de croissance qui favorisent la fabrication des protéines. Parce que si vous dites fabrication de protéines, c'est-à-dire c'est purement de l'anabolique. Donc, eh ben, l'insuline, c'est avéré qu'elle peut fabriquer des protéines. Et c'est pour ça qu'on la considère comme un facteur de croissance. Voilà ce qu'il faut retenir pour l'insuline. Là, j'ai mis la même chose. Regardez, là, j'ai expliqué, si vous voulez, ces sortes des protéines adaptatrices avec celles de cette enzyme. Alors, regardez. Hier, on a parlé sur la phosphoinositol 3 kinase. Regardez, déjà, elle a un domaine SH2. SH2 lié au récepteur a un domaine pH pour qu'elle se recrute dans la membrane, pour qu'elle commence à travailler. Alors, elle va faire la protéine kinase B. Et la protéine kinase B, regardez, la même chose, la synthèse de glycogène. Vous voyez, la même chose, si vous regardez bien, le transporteur du glucose avec la phospholipase, c'est avec la protéine kinase C. Regardez, la protéine kinase C. Donc, à certains moments, chaque voie de signalisation, je ne vous demande pas d'apprendre tout ça, mais au moins, les points qui sont essentiels. C'est quoi? C'est-à-dire, vous me dites tout ce qui est, j'aime bien moi, tout ce qui va donner la particularité. C'est-à-dire, chacun de vous, quand il fait une description d'une personne, donc il me donne la particularité de la personne. Là, c'est la même chose. Pour chaque voie de signalisation, je
Je m'en fous si vous allez me dire, monsieur, c'est ça, c'est ça. Non, je veux chaque voie de signalisation, ses caractéristiques. C'est-à-dire, la l'insuline, vous allez me dire que le récepteur, il est dimérique. Les deux unités alpha, malgré qu'elles ont les deux sites, mais je fixe que de l'insuline. C'est que mon récepteur peut fixer pour recruter une enzyme qui est une enzyme en même temps c'est une protéine adaptatrice. Cette enzyme, elle va utiliser certains hauteurs de la voie de signalisation vue déjà dans la protéine G. Sauf que cette particularité, c'est quoi? C'est qu'elles vont favoriser le déplacement des transporteurs qui vont favoriser le glucose. Surtout, c'est quoi? La phosphorinositol 3 kinase, elle va fabriquer le PIP3, rappelez-vous, phosphorinositol 3 phosphate. Ça va provoquer la protéine kinase B, et la protéine kinase B, elle va provoquer ça. Vous allez me dire la glycogène synthase aussi. La glycogène synthase, rappelez-vous, donc via la protéine kinase A, le glucagon, elle a été inhibée. Et bien ici, la protéine kinase B, elle va stimuler la glycogène synthase. La même chose, regardez mon récepteur. Il recrute des protéines, HSC. Avec un domaine PTB. PTB qui est fixe tyrosine phosphate. عندها هاد الHSC la même chose. Elle a une tyrosine phosphate. Tyrosine phosphate d'une autre protéine. Elle va venir GRB dans la vie protéine adaptatrice. Elle se présente avec SH2. Donc elles vont se lier. Après, j'aurai les SOS, pardon, les races. Les races, regardez, elles vont arriver jusqu'à MAP kinase, vont provoquer quoi? Expression génétique, facteur de croissance et prolifération. Donc, elles vont favoriser la prolifération. Si je synthétise des protéines, donc elles vont provoquer la croissance et la prolifération cellulaire. Donc, vous voyez, donc à ce moment-là, regardez, IRS, regardez. IRS, c'est une protéine, elle est faite ici. Regardez IRS, et bien IRS, regardez comment elle recrute la phosphorinositol 3 kinase. Alors elle a deux domaines, elle a le PTB, le côté PTB fixe, elle a le pH. Et bien l'autre quand elle sera recrutée, regardez IRS avec tyrosine phosphate, et elle va monter ici avec cette protéine, et là elle va travailler sur la membrane. PIP2, elle le transforme en PIP3. Et PIP3, il va stimuler la protéine kinase B, il peut stimuler une protéine kinase. Regardez, on a mis protéine kinase C, mais si vous voyez bien, je vais vous mettre dans les commentaires un très bon article. Vous lisez à tête reposée pendant l'été, vous voulez. C'est bien, c'est qu'il traite le mécanisme de l'insuline, mais en même temps le mécanisme de la résistance de l'insuline. Et j'attire votre attention, ce mécanisme de résistance à l'insuline, il est en nette augmentation dans notre société, surtout en post-Covid. Donc je vous conseille de le lire à tête reposée, mais moi je vous ai résumé, je vous ai dit ce qu'il faut retenir, c'est les particularités de ce récepteur de l'insuline. Et je vous remercie.